Merci à l'association Études et Recherches d'Auteuil de m'avoir invité pour commencer ce cycle de conférences autour de l'Anthropocène. Hein. Donc, comme on vous l'a dit, je suis directeur de recherche émérite au CNRS et j'appartiens au laboratoire Chrono-Environnement, qui est un laboratoire interdisciplinaire à l'Université de Franche-Comté. Et nous réunissons des collègues allant de la préhistoire, qui sont archéologues, qui sont historiens, jusqu'à des collègues qui sont écologues ou qui sont médecins. Donc vous voyez une très large interdisciplinarité dans notre laboratoire. Et au sein de ce laboratoire, je suis plutôt spécialisé dans l'étude des climats anciens, les paléoclimats, et de l'histoire des interactions entre société et environnement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Anthropocène. C'est une notion que l'on doit au Hollandais Paul Crutzen, que vous avez représenté ici sur cette photographie. Paul Crutzen, c'est un Hollandais qui était spécialisé dans la chimie de l'atmosphère. Et pour ses travaux, en particulier sur l'ozone stratosphérique, il a eu le prix Nobel de chimie. Vous voyez qu'il est mort récemment en 2021. Donc c'est lui qui a proposé cette idée, l'Anthropocène. Et l'Anthropocène, comme le nom l'indique, hein, vous retrouvez étymologiquement le mot d'anthropos, qui en grec veut dire homme. L'Anthropocène, c'est cette nouvelle période, nouvelle époque géologique qui serait caractérisée par le fait que désormais, c'est l'influence de l'homme qui détermine la trajectoire des écosystèmes et non plus seulement les facteurs naturels. Jusqu'à une époque relativement récente, ce sont les facteurs naturels qui auraient présidé à la trajectoire, à l'évolution des écosystèmes terrestres. Et puis, depuis un certain temps déjà, Paul Crutzen considère que désormais, c'est l'influence de l'homme qui devient prépondérante et qui détermine cette trajectoire des écosystèmes terrestres. Alors, Paul Crutzen fixait ce changement aux environs des débuts de l'ère industrielle, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, vers 1750, et il proposait de fixer comme date repère l'invention, la mise au point de la machine à vapeur par James Watt en 1784. Donc c'est un peu, si vous voulez, une date qui symbolise le début de l'ère industrielle. Et vous avez ici une figure qui est tirée d'un article qui a été co-signé par Paul Crutzen en 2011. Et vous voyez sur cette figure un certain nombre d'indicateurs environnementaux, parmi lesquels vous pouvez reconnaître, par exemple, ici, les changements de climat. Donc ici, vous avez une courbe qui vous montre l'évolution de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique. Et puis, vous avez ici une courbe qui vous montre l'évolution de la biodiversité, avec le nombre d'espèces en voie d'extinction qui augmente très fortement. Vous voyez toutes ces courbes qui commencent vers 1750 et qui nous mènent jusqu'à la période actuelle, vers l'an 2000. Et vous voyez un point d'inflexion, tous ces indicateurs commencent à augmenter clairement à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais encore beaucoup plus fortement à partir de 1950. Et vous voyez que tous ces indicateurs environnementaux se calent en fait sur deux courbes que vous avez ici en haut. La courbe d'évolution de la population, hein, qui montre une inflexion très nette effectivement à partir de 1950, et aussi avec cette courbe qui vous montre l'évolution du PIB mondial, qui là encore montre une inflexion très nette, une augmentation très forte à partir des années 1950. Donc, si on regarde tous ces indicateurs environnementaux, on peut dire, avec les spécialistes de ces indicateurs, que
on peut distinguer des changements très importants qui caractérisent l'Anthropocène, avec tout d'abord, bien sûr, c'est ce dont on parle le plus souvent, le changement climatique et la chute de la biodiversité, mais aussi d'autres repères qui sont tout aussi caractéristiques de l'Anthropocène, l'anthropisation des écosystèmes, c'est-à-dire le fait qu'on observe une appropriation, une emprise de plus en plus forte de l'homme sur les écosystèmes continentaux et océaniques. La pollution, autre élément caractéristique, et puis tout cela accompagné, bien sûr, parce que c'est l'homme qui est le facteur à l'origine de tous ces changements, l'explosion démographique qu'a connue l'humanité depuis les débuts de l'ère industrielle et plus fortement encore depuis les années 1950. Donc on reviendra après sur tous ces aspects, en particulier quand on abordera les limites, la question des limites planétaires. Ce que je voudrais vous présenter globalement, c'est en fait vous inviter à réfléchir sur quels pourraient être les ressorts d'une possible transition. On parle souvent d'une nécessaire transition, d'un changement des modes de vie que nécessite ce concept d'anthropocène. On voit bien qu'il y a une véritable crise écologique qui s'accompagne, nous le verrons aussi, d'une véritable crise sociale. Et pour répondre à ces deux crises-là, qui s'articulent étroitement l'une à l'autre, on parle bien sûr d'une nécessaire transition. Et donc, pour aborder cette question de transition, je pense que c'est important de remonter aux fondamentaux même de notre existence. Donc, c'est pour ça que je voudrais commencer par poser deux questions. Première question, c'est qu'est-ce qui nous fait humains? Et deuxième question, vous le verrez, qu'est-ce qui nous fait vivants? Qu'est-ce qui nous permet d'être vivants? Après, nous regarderons plus en détail les différents aspects de la crise écologique et de la crise sociale qui caractérise la planète aujourd'hui. Et puis, on terminera par ces questions de transition, hein, quels sont les préceptes que l'on devrait avoir en tête pour guider une possible transition. Donc, première question, premier tableau, c'est qu'est-ce qui nous fait humains? En fait, là, on va se tourner vers un biologiste très connu, Charles Darwin, hein, dont les travaux correspondent à la publication de deux ouvrages majeurs. Celui dont on parle le plus, bien sûr, L'origine des espèces, en 1859, mais aussi un autre ouvrage qui est un ouvrage de référence, La filiation de l'homme, paru en 1871. Et en fait, c'est dans l'origine des espèces et dans cette filiation de l'homme, dans ces deux ouvrages, que Darwin, pour la première fois, pose le principe que l'homme, l'émergence de l'homme, suit toute une évolution biologique qui a été entamée il y a très longtemps, et que donc l'homme, les racines de l'homme s'ancrent dans le monde animal, dans l'évolution de l'ensemble du vivant, et que sans doute on peut retrouver l'ancêtre de l'homme dans un ancêtre commun qu'il partagerait avec les grands singes anthropoïdes et dont l'origine serait à rechercher en Afrique. Et vous voyez là toute une galerie de portraits hein, qui est empruntée à un ouvrage de vulgarisation où sont rassemblés de façon complètement virtuelle tous les ancêtres que Homo sapiens a pu compter. Donc vous reconnaissez ici Homo sapiens. Vous savez que Homo sapiens, les plus vieux fossiles ont été retrouvés dans l'Atlas marocain et sont datés d'environ 300 000 avant nous. Et puis vous avez, on peut reconnaître ici l'homme de Néandertal, par exemple. Donc ici, on retrouverait d'autres ancêtres un peu fameux, comme Lucie, hein, qui a été cet Australopithèque retrouvé en Afrique orientale.
Et c'est les travaux des paléoanthropologues, hein, ceux qui travaillent sur les fossiles humains, qui ont effectivement confirmé cette hypothèse de Darwin et qui ont pu montrer comment l'homme trouvait son origine dans les primates, hein, dans l'évolution des primates. Et vous voyez que le plus l'ancêtre commun que l'on partage avec les primates remonte à quelque chose comme 23 millions d'années en arrière, et comment en fait les humains que nous sommes partagent une très large parenté avec les grands singes anthropoïdes que vous avez représentés ici. Et c'est vers 7 millions d'années que la branche des homininés se distingue de celle des grands singes anthropoïdes pour constituer une branche originale, spéciale, qui va donner peu à peu, après toute une évolution buissonnante, qui va donner Homo sapiens. Et ce premier crâne qui a été retrouvé au Tchad, que vous voyez ici, correspond justement à l'émergence de cette branche d'homininés qui va aboutir à l'émergence d'Homo sapiens. Et vous voyez comment il correspond à un fossile montrant un premier humain avec un cerveau de taille relativement réduite, hein, 300 à 350 cm3. Vous voyez, donc là on est à 7 millions d'années. Vous voyez ici représenté les Australopithèques Lucie, donc on a flanqué d'un compagnon que l'on peut appeler Lucien, et qui était découverte en partie par Coppens, hein, un paléoanthropologue français qui a travaillé en Afrique orientale et qui a contribué à mettre au jour ce fossile daté de plus de 3 millions d'années. Vous voyez, avec là encore un cerveau de taille relativement réduite. Alors, on peut dire que ce qui va caractériser, ce qui permet aux paléoanthropologues de distinguer cette émergence d'une branche proprement humaine, c'est la bipédie. À partir du moment où vous avez ce grand singe anthropoïde, si on peut dire, qui se redresse, qui adopte la bipédie, ça va entraîner, c'est ce qu'a montré, ce sur quoi a beaucoup insisté le préhistorien André Leroy-Gourand dans un ouvrage fameux qui s'appelle Le geste et la parole. Il a montré comment la position verticale allait libérer le développement de la boîte crânienne et permettre physiologiquement le développement du volume du cerveau. Voilà, donc c'est cette posture verticale, cette bipédie, qui va libérer en fait le développement de la capacité cérébrale des humains. Alors, vous voyez sur ce schéma l'évolution du volume endocrânien, de la boîte crânienne, et qui correspond à l'augmentation du volume du cerveau depuis environ 3 millions d'années jusqu'à nos jours. Vous avez ici les différents types d'humains qui ont été distingués par ces paléoanthropologues. Comme l'a montré Darwin, on a affaire à une évolution buissonnante. L'évolution du vivant, c'est une évolution buissonnante. Et vous voyez que si on regarde ce qui se passe ici vers la fin de cette évolution, on a au même moment plusieurs humains qui existent. Hein. En même temps que Homo sapiens est représenté par les cercles, les ronds rouges, vous avez un autre type d'humain dont vous avez déjà entendu parler, c'est ces triangles noirs à l'envers, c'est l'homme de Néandertal. Mais vous avez aussi, dans les mêmes moments, triangle noir à l'endroit, Homo rhodosiensis,
qui existent en Afrique du Sud en particulier. Donc, vous voyez, hein, donc, une évolution buissonnante de cette branche des homininés. Et vous voyez que ce qui caractérise cette évolution, c'est en particulier une augmentation du volume endocrinien, donc une augmentation du volume du cerveau. Donc on part de quelque chose qui est inférieur à 500 cm3 pour aller vers des capacités cérébrales, un volume endocrinien qui est de l'ordre de 1500 à 1700 cm3, ce qui caractérise aujourd'hui Homo sapiens. Et vous voyez que l'homme de Néandertal avait une capacité, un volume endocrinien similaire à celui d'Homo sapiens. Donc voilà. Donc aujourd'hui, de toute cette évolution, ne subsiste plus que Homo sapiens. Donc en fait, il ne faut pas perdre de vue que il y a 50 000 ans, vous aviez, les paléoanthropologues ont pu déjà repérer qu'il y avait 6 espèces d'hommes qui existaient en même temps à la surface de la Terre. Donc nous sommes en fait une branche, un rameau résiduel de toute cette branche d'évolution des homininés. Donc, je vous disais, ce qui caractérise l'évolution de cette branche des homininés, c'est la station verticale, la bipédie, qui va permettre l'évolution, le développement de ce volume endocrinien, de ce volume cérébral. Et cette évolution s'est accompagnée d'un gros problème parce qu'à mesure que augmentait cette capacité crânienne, ce volume endocrinien, naturellement, ça posait une grosse difficulté au moment de l'accouchement. Et donc, un des problèmes qui a été résolu par l'évolution, pour exprimer les choses de façon très simpliste, hein, comme ça, on va dire que c'est ce que l'on a appelé l'altricialité secondaire. C'est-à-dire que les petits humains, les bébés, allaient naître avec une capacité cérébrale qui n'était pas complète. Un petit humain va naître avec un cerveau qui est encore immature. Et le cerveau va continuer son développement après la naissance de façon à permettre à la maman d'accoucher, hein, avant même que la tête ait un volume trop gros qui ne permettra pas l'accouchement. Et donc, le petit humain, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il naît immature, il va capter complètement les soins de sa mère, qui devra l'entretenir très, très directement, qui devra, pendant les 4 à 5 premières années, lui dispenser un maximum de soins. Et c'est le père qui va pourvoir, hein, le plus souvent, assez étroitement, aux besoins du petit et de sa maman. Et donc, à partir de ce moment-là, on considère que c'est à partir de ce moment-là qu'émerge aussi dans ces sociétés des premiers homininés une sorte de noyau familial. Le père prend de plus en plus d'importance. C'est le fait qu'ils doivent s'occuper de façon très étroite de son petit et de la mère. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'émerge sans doute la monogamie, c'est-à-dire que s'occuper de nourrir à la fois la mère et le petit, ça demande beaucoup d'énergie, et un seul mâle ne pourrait pas s'occuper de plusieurs femelles, de toute la progéniture qui pourrait aller avec. Et donc, à partir du moment où il y a une tendance vers la monogamie, il y a tendance aussi, ce que montrent les gens qui étudient les sociétés des grands singes et puis qui étudient aussi l'évolution de ces sociétés, de ces premiers groupes d'homininés, de premiers homininés, il y a une diminution du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire de la différence de taille entre les mâles et les femelles, qui suggère une sorte de pacification à l'intérieur des groupes.
il y a moins de compétition entre les mâles pour avoir accès aux femelles, puisque chaque mâle va avoir une tendance monogame. Donc, les querelles pour l'accès aux femelles diminuent. Et donc, vous voyez que dans ces premières sociétés domininées, eh bien, on voit une tendance avec cette question de l'altricialité secondaire, on voit une tendance à l'émergence du rôle du père et à la pacification de la société. Donc deux aspects extrêmement importants. Une chose qu'on n'a pas évoquée encore, c'est qu'un cerveau, le développement d'un gros cerveau comme celui-là, coûte énormément en énergie. Comptez que pour un jeune enfant, jusque vers 4-5 ans, l'énergie qu'il absorbe est consommée par à peu près pour 50 à 60% par le développement du cerveau. Donc c'est dire que chez un jeune enfant, un tout jeune enfant, le cerveau prend énormément d'énergie absorbée par l'enfant. Et vous-même, et comme moi qui sommes assis en ce moment, nous sommes des adultes, on est arrivé à l'âge mature, eh bien, sans rien faire de particulier, notre cerveau va absorber à peu près 20% de l'énergie que nous consommons. Donc le cerveau, quelque chose qui nous prend énormément d'énergie, malgré un volume encore, même s'il est plus développé qu'il y a 7 millions d'années, un volume relativement réduit par rapport à l'ensemble de notre corps. Donc vous voyez qu'il capte beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc en fait, ce qu'ont montré les études comparatives sur ces premières sociétés domininées et les études des groupes de singes anthropoïdes actuels, c'est comment, en fait, le développement d'un tel cerveau, il repose aussi sur une nouvelle distribution des flux d'énergie à l'intérieur des sociétés. Vous avez ici un schéma qui est assez explicite de ce point de vue. Vous avez les deux courbes vertes là qui vous montrent ce qui se passe chez les chimpanzés, par exemple. Avec la courbe en gras continue qui correspond à la production et la courbe en trait tiré qui correspond à la consommation. Et donc, vous voyez qu'un jeune chimpanzé, depuis le moment où il est libéré, qu'il est sevré, qu'il vit indépendamment de sa mère, en fait, il va produire jusqu'à la fin de ses jours autant que ce qu'il consomme. C'est un modèle assez individualiste. Je produis ce que je consomme, ou je consomme, si je veux consommer, je dois produire ce que je veux consommer. Donc, je compte sur moi-même avant tout. Alors que vous avez ici deux courbes qui vous montrent ce qu'il en est chez des peuples autochtones qui ont pu être observés en Amérique latine ou en Afrique. On voit un modèle qui est complètement différent. Vous avez ici le modèle, la courbe continue, là encore, qui vous montre la production, et puis un modèle qui vous montre cette courbe de la consommation en discontinu. Et donc, vous voyez que à partir de ces deux courbes rouges, on peut distinguer trois phases. Une première phase qui nous amène jusque vers l'âge de 16 ans, pendant laquelle un jeune va consommer beaucoup plus qu'il ne peut produire lui-même. Après, vous avez l'âge mature, pendant laquelle le jeune va produire beaucoup plus que ce qu'il va consommer, donc il va dépasser ses seuls besoins. Et puis, une troisième période, la période de l'âge plus avancé, pendant laquelle, là, de nouveau, la consommation va excéder la production. Et donc, vous voyez que ces deux phases pendant lesquelles les jeunes et les vieux vont pouvoir consommer plus que ce qu'ils produisent, elle ne peut exister que parce que, à l'âge mature, les membres du groupe
vont produire beaucoup plus que ce qu'ils consomment et pouvoir redistribuer en direction des jeunes et en direction des personnes plus âgées. Donc vous avez une distribution des flux d'énergie à l'intérieur du groupe qui va permettre aux jeunes de se développer, d'apprendre, d'avoir toute une phase d'apprentissage qui n'était pas autorisée chez les chimpanzés, par exemple, et qui va permettre aussi aux personnes les plus âgées de surveiller, de s'occuper des plus jeunes, pendant que les gens actifs du groupe vont aller chercher la nourriture. Et donc, c'est ce qui fait que dans ces groupes domininés, il y a très peu d'espèces qui relèvent de ce type de statut. On va voir en particulier des personnes âgées, chez les femmes ménopausées, qui vont survivre, alors que dans la plupart des espèces, les femelles n'arrivent pas à la ménopause, ou si elles arrivent à la ménopause, elles meurent très rapidement après, parce que d'un point de vue évolutif, biologique, elles ne sont plus indispensables au développement, à la survie de l'espèce. Et nous sommes une espèce très particulière. Il y avait encore un article dans Le Monde il y a très peu de temps là-dessus qui insistait sur ces travaux, qui montrait comment, en fait, notre espèce était caractérisée en partie par cette survivance des personnes âgées, donc pour les femelles après la ménopause, parce que l'évolution avait retenu ce rôle positif des personnes âgées pour la survie du groupe et en particulier pour s'occuper des jeunes et de leur formation, de leur éducation. Donc vous voyez comment l'évolution va aussi favoriser la longévité, ce partage des flux d'énergie va favoriser non seulement l'évolution vers un plus gros cerveau, mais aussi une évolution qui favorisera la longévité. Et finalement, donc, ce que l'on peut retenir, c'est que la révolution cognitive, c'est-à-dire le fait que l'histoire de ces homininés correspond à un développement du volume du cerveau, et en fait, une histoire sociale correspond à une émergence de la société. Il n'y a pas d'homme sans appartenance à une société. C'est vraiment ce qui fait les humains, c'est pas simplement avant tout d'avoir un gros cerveau, des capacités cérébrales importantes, c'est d'abord l'appartenance à une société. C'est ça qui, dès le départ, a permis au cerveau de se développer. Donc, plutôt qu'une compétition entre individus, c'est la coopération qui nous a permis de devenir véritablement humains. Deuxième question que l'on peut poser, c'est qu'est-ce qui nous fait vivants? On revient à Darwin. Décidément, c'est quelqu'un de qui nous avons beaucoup à apprendre, vous allez le voir. Et en fait, je vous le disais tout à l'heure, c'est lui qui, le premier, a montré que la vie descendait d'un ancêtre commun et avait connu une évolution buissonnante et sans direction. Les spécialistes parlent de pas absence de téléologie, c'est-à-dire que l'évolution n'a pas de but. C'est une évolution qui va vers une diversification croissante, d'où ce buissonnement que vous retrouvez ici indiqué dans deux petits schémas que l'on a retrouvés dans un manuscrit de Darwin pour l'origine des espèces, et ici, vous voyez, retrouvé dans des carnets datés de 1830. Et vous voyez comment, à partir d'une souche commune, il y a cette diversification en différents embranchements que vous retrouvez dans ce schéma. Alors, on peut dire que Darwin a été trahi très rapidement, en particulier par par un biologiste, Ernst Haeckel, un biologiste allemand, qui est pourtant le père du terme d'écologie, mais qui pour le coup a largement trahi, on va le voir très rapidement, le concept d'évolution buissonnante de Darwin. Vous voyez ici un arbre qui montre l'évolution de la vie, publié en 1874 par Haeckel,
Et vous voyez que cet arbre va poser d'entrée une grosse distorsion des théories de Darwin parce que vous voyez qu'il est représenté sous la forme d'un tronc qui mène à une cime au-dessus de laquelle vous reconnaissez le rameau humain, et puis avec toute une hiérarchisation du vivant, une hiérarchisation qui place les mammifères en haut de l'arbre, c'est les branches supérieures, les branches inférieures, ça va être les vertébrés, et ensuite les mollusques, enfin. Donc, vous voyez que, en fait, au lieu de cette conception assez égalitaire d'une évolution buissonnante de la vie qu'avait proposé Darwin, le biologiste allemand Haeckel propose en fait une véritable hiérarchisation du vivant. Il y en a qui sont en dessous, qui sont inférieurs, il y en a qui sont supérieurs. Hein, le fait que l'homme se retrouve au-dessus de la cime, et non pas dans les racines, c'est tout à fait explicite. Et vous voyez que la façon même de figurer cet arbre généalogique montre qu'il y a une direction dans l'évolution des vivants qui doit mener à l'émergence de l'homme. Alors que pour Darwin, il n'en était pas du tout question. L'homme était une branche à égalité avec d'autres branches dans ce buissonnement du vivant. Et vous voyez une autre façon de figurer cette évolution du vivant que les biologistes ont adopté aujourd'hui et qui montre comment nous sommes tous parents descendants d'un même ancêtre commun que ces biologistes appellent LUCA, de Last Universal Common Ancestral, qui remonte aux environs de 3 milliards 800 millions d'années. Et en fait, il y a trois grands embranchements dans le vivant. Il y a le monde des bactéries qui occupe une large part de la diversité du vivant. Les archées, qui sont distinguées maintenant assez nettement des bactéries par justement la génétique. Et puis, ce que l'on appelle les eucaryotes, qui correspondent à toute cette partie du monde vivant qui montre des cellules avec des noyaux. Donc, organismes unis ou pluricellulaires, peu importe, mais qui montrent des cellules munies d'un noyau, ce qui n'est pas le cas pour les archées et les bactéries. Mais vous voyez que ce soit les bactéries, les archées ou les autres eucaryotes, nous descendons tous du même ancêtre, il y a 3 milliards 800 millions d'années. Et si ce que vous avez ici, les petits histogrammes que vous avez tout autour de ce cercle, vous montrent la taille du génome. Donc vous voyez bien sûr que les bactéries ont un génome relativement limité, mais que si on regarde parmi les eucaryotes, le riz va avoir une taille de génome supérieure à celle d'Homo sapiens. Et vous voyez que les bactéries montrent une diversité beaucoup plus grosse, beaucoup plus forte que les eucaryotes, parce que beaucoup de bactéries, par exemple, peuvent se reproduire toutes les 20 minutes. Donc vous avez la possibilité de mutations génétiques qui sont beaucoup plus fortes, donc la possibilité de produire de nouvelles espèces beaucoup plus grande que pour un organisme comme Homo sapiens, qui, pour se reproduire, va demander une génération chez Homo sapiens, c'est à peu près 30 ans. Donc, bien sûr, la possibilité de mutation, elle est plus réduite que pour la reproduction d'une bactérie. Donc, nous venons de voir que nous étions tous parents. On peut voir maintenant que nous sommes aussi des héritiers. Depuis près de 4 milliards d'années que la vie s'est développée, est apparue, vous voyez que nous avons bénéficié de toute une série de mutations, d'évolutions de ce monde vivant, qui d'abord se développe à l'abri des eaux océaniques et qui, peu à peu, il y a un peu moins de 500 millions d'années, va sortir des eaux pour coloniser la terre ferme. Vous voyez ici un organisme que les paléontologues considèrent comme le premier organisme qui montre une organisation avec une structure bilatérale.
qui date de 555 millions d'années, un animal qui a à peu près la taille d'un grain de riz, et vous voyez toute l'évolution qu'il y a entre cette organisation, cette première organisation bilatérale, pour arriver à la silhouette d'Homo sapiens que vous avez représentée ici, sous la forme de l'homme de Vitruve, dessiné par Léonard de Vinci, il y a quelques siècles avant nous. Donc nous sommes les héritiers en fait de toute cette évolution et un fait que l'on peut suivre dans l'évolution d'un embryon, où on peut montrer comment dans le développement d'un embryon humain, l'ordre d'apparition d'un organe est celui de son apparition dans l'histoire de l'évolution. Et vous avez ici un squelette silhouetté qui vous montre les premières dates d'apparition dans l'évolution du vivant que l'on a pu observer pour les différents organes qui constituent notre organisme. Donc, c'est un peu comme si à chaque maternité, en fait, on pouvait retrouver, rappeler l'évolution par laquelle on pouvait reconnaître l'émergence des humains. Donc, tous parents, héritiers d'une très longue histoire, nous sommes interdépendants, ce que montrent ces différents schémas, avec cette pyramide du vivant qui était pour la première fois dessinée par un biologiste anglais entre les deux guerres, qui a montré comment, qui essayait de structurer en fait le monde du vivant par le biais de cette pyramide, qui plutôt qu'une hiérarchisation du vivant montre comment le vivant est étroitement solidaire, comment il s'organise de façon solidaire. Vous avez à la base le monde végétal, c'est les plantes. Ensuite, portance, grâce à ce monde végétal, toute une série d'évolutions du monde animal, avec à la base les herbivores qui vont profiter du développement des plantes, et ensuite le monde des carnivores. Les prédateurs primaires, c'est-à-dire que ceux qui vont manger les herbivores, et les prédateurs secondaires, avec les carnivores qui vont manger les premiers carnivores. Et en fait, plutôt qu'une hiérarchisation du vivant, c'est l'histoire d'une formidable interdépendance, d'une sorte de ruissellement de la vie que l'on peut observer de la base vers le sommet. Et à mesure que les organismes meurent ici, une accumulation de cette matière organique qui retourne à la base et qui va de nouveau alimenter le monde végétal. Une pyramide du vivant qui est en étroite connexion avec l'hydrosphère, pas de vivant sans le monde aquatique, avec la lithosphère, bien sûr, pour le monde végétal va avoir besoin de tous les nutriments qu'il va trouver dans le sol, dans le sous-sol, et puis aussi avec des échanges atmosphériques, pensez à la photosynthèse, à l'énergie lumineuse qui est apportée par le soleil et qui va permettre, par exemple, aux végétaux de puiser le gaz carbonique dans l'atmosphère de façon à capturer le carbone et à rejeter l'oxygène. Donc, vous voyez comment cette biosphère est en symbiose étroite avec le système Terre. Et vous voyez aussi dans ce schéma, ici en haut de cette figure, comment si on regarde les biomasses respectives des différentes composantes de la biosphère, les plantes constituent l'essentiel de cette biosphère, de très loin. Donc, en fait, pas de biosphère, pas de monde animal sans une très large base végétale qui est alimentée, on l'a vu, par ces échanges avec le système Terre et en particulier aussi avec l'atmosphère. Alors,
on va regarder maintenant dans cette troisième partie ce qui caractérise, qui nous permettrait de caractériser cette double crise à la fois écologique et sociale qui caractérise cette nouvelle époque, l'Anthropocène. Premier élément que l'on peut voir, bien sûr, c'est l'explosion démographique de l'humanité, en particulier depuis les débuts de la révolution industrielle. Donc vous avez ici une courbe qui vous montre depuis 60 000 ans, depuis la fin du paléolithique supérieur, l'évolution de la démographie de l'humanité, avec une première augmentation de l'humanité, de la population humaine, avec ce que l'on a appelé les innovations techniques du paléolithique supérieur. Mais vous voyez que il y a à peu près 30 000 ans, l'humanité correspond à peu près à 6 millions d'habitants, ce qui est encore relativement peu à la surface de la planète. Et puis comment, avec la révolution du néolithique, c'est-à-dire le développement de l'agriculture, mais surtout à partir de la révolution industrielle, il y a 250 ans, eh bien, l'humanité va voir sa population littéralement exploser. Et c'est ce qui caractérise le XXe siècle, vous le voyez, avec une population humaine qui a doublé 2 fois à l'intérieur du siècle. On commence le XXe siècle avec une population de 1,5 milliard d'habitants. En 1960, on passe à 3 milliards d'habitants. Et à la fin du siècle, en 1999, on est passé à 6 milliards d'humains. Et vous savez que depuis le mois de décembre 2022, l'humanité a dépassé les 8 milliards d'humains, d'individus. Alors tout cela serait un premier élément, mais qui s'articule aussi sur une formidable explosion des activités humaines, et en particulier du PIB mondial. Vous avez ici une photographie qui vous montre, c'est une des premières fois qu'on a pu prendre la Terre de cette façon-là, grâce aux premières missions spatiales américaines. Première fois que l'on pouvait apercevoir notre humanité, notre planète dans le cosmos, et qui montre que, en dehors de l'esthétique, de la beauté de cette image, qui nous montre bien que notre planète, c'est un monde fini, c'est une sphère qui ne peut pas gonfler, qui a une dimension bien déterminée, et c'est un monde, encore une fois, qui est fini. Par contre, ce que l'on peut voir à travers ce schéma que vous avez ici à droite, c'est l'évolution du PIB mondial depuis les débuts du XXe siècle. Donc, en rouge, ici, vous avez la situation au début du XXe siècle avec 3 axes. Un premier axe ici qui vous montre l'évolution de la population. Un axe ici qui vous montre l'évolution du nombre de brevets. C'est une façon de montrer l'évolution technologique, les progrès technologiques. Et enfin, un axe vertical qui vous montre le volume du PIB mondial. Et vous voyez comment, au début du XXe siècle, c'est ce qui est montré en rouge, on a 1,5 milliard d'habitants et un PIB mondial de l'ordre de 2,5 billions de dollars. Si on regarde la situation telle qu'elle est au milieu du XXe siècle, c'est ce qui est montré en vert, vous voyez qu'il y a à peu près un doublement du PIB mondial, avec un petit doublement de la population mondiale. Mais quand on regarde ce qui se passe 70 ans plus tard, en 2019, vous voyez que la population mondiale a été multipliée par 3, mais que par contre, le PIB mondial a lui été multiplié par plus de 16. C'est ce que l'on a appelé la grande accélération. Donc, depuis 1950, c'est ce que nous avons vu sur les courbes au début de cette présentation,
il y a une très nette accélération du gonflement de cette activité humaine. Et naturellement, tout ça s'accompagne de prélèvements de plus en plus forts, d'extraction de plus en plus développées dans les écosystèmes terrestres, de nuisances de plus en plus fortes sur ces écosystèmes, y compris pour l'atmosphère, puisque de toute façon, toute cette évolution n'a été possible que par le recours à des énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel en particulier. Donc, des scientifiques réunis autour de deux leaders, le Suédois Johan Rockström et l'Américain Will Steffen, ont essayé d'établir le bilan de l'évolution des écosystèmes terrestres sous l'impact de l'évolution des activités humaines que l'on vient de voir. Et ils ont défini 9 limites planétaires que nous allons voir les unes après les autres, en distinguant, en essayant de chiffrer l'état actuel de la planète par rapport à ces 9 indicateurs planétaires. Alors, c'est représenté en distinguant 3 zones pour chacune de ces limites planétaires. Des zones qui sont vertes, ici, ça veut dire qu'on est dans une zone de sécurité. À partir du moment où on passe dans cette zone jaune, ça veut dire qu'on a dépassé la limite planétaire, qu'on entre dans une zone d'incertitude, et puis quand on entre dans cette zone orangée, rouge, on est dans une zone dangereuse qui peut provoquer un dysfonctionnement des écosystèmes terrestres. Donc si on regarde ce qu'il en est du changement climatique, aujourd'hui, vous voyez qu'on a clairement dépassé la limite planétaire. Aujourd'hui, avec la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, gaz carbonique, le méthane, aussi le protoxyde d'azote et d'autres gaz, on est clairement en dehors de cette limite planétaire. On est dans une zone d'incertitude. En ce qui concerne la biodiversité, on est dans une zone là aussi qui est maintenant une zone dangereuse. Vous avez un nouvel article qui a été publié cette année qui montre que également pour la biodiversité fonctionnelle, on est désormais dans la zone dangereuse. Zone dangereuse aussi pour ce qui est de l'anthropisation, de l'artificialisation des écosystèmes terrestres. L'emprise des écosystèmes terrestres libres de glace dépasse aujourd'hui 50%, c'est-à-dire que vous avez moins de 50% des surfaces terrestres qui sont des surfaces restées à l'état sauvage. Pour ce qui est des grands cycles biogéochimiques du phosphore et de l'azote, c'est-à-dire des intrants agricoles, vous voyez qu'on a très largement dépassé les limites planétaires. Même chose, pour ce qui est de l'acidification des eaux océaniques, on est juste à la limite, légèrement en deçà de la limite planétaire. Pour ce qui est de l'ozone stratosphérique, pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'à un moment donné, on parlait beaucoup du trou d'ozone dans l'atmosphère, un problème qui était en partie réglé par ce que l'on a appelé le protocole de Montréal en 1987, je crois, qui a interdit un certain nombre de produits chimiques qui étaient responsables de cette destruction de l'ozone stratosphérique. Et aujourd'hui, on voit quand même une certaine amélioration par rapport à ce trou d'ozone, mais toujours des inquiétudes parce que des observations satellites montrent qu'aujourd'hui, au-dessus du continent asiatique, il y aurait de nouveau des émissions de produits chimiques susceptibles d'être dangereux pour cette ozone stratosphérique qui est absolument indispensable pour la préservation du vivant. Et donc ça, c'est l'état des choses tel qu'il était en 2015, à la publication de cet article par le groupe de Steffen Rockström. Et cette année a paru un nouvel article qui propose un nouveau bilan. Donc j'y faisais allusion tout à l'heure en vous disant que par rapport à ce qui est de cette biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire
le fonctionnement des écosystèmes avec le nombre d'espèces menacées d'extinction ou pas. Là encore, le nouveau bilan publié cette année montrait que on avait dépassé la limite planétaire pour ce qui est de cette biodiversité. On l'a dépassé pour ce qui est des consommations d'eau douce. On est près de la dépasser pour ce qui est des aérosols atmosphériques. Et puis, pour ce qui concerne la pollution, on a clairement dépassé la limite planétaire. Donc, en fait, si je me résume pour les 9 limites planétaires, vous en avez 6 qui sont clairement dépassées, et puis une autre qui concerne l'acidité des eaux océaniques qui est près de l'être. Donc, vous voyez que l'état de la planète, face à ce doublement, face à l'extraordinaire développement des activités humaines, est relativement en piteux état. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est, on voit que les activités humaines se sont énormément développées. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que tout cela est pour le bien-être de l'humanité? Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. L'humanité a connu d'énormes progrès, a bénéficié d'un bien-être matériel qu'elle ne connaissait pas auparavant. On peut penser au progrès de la médecine, on peut penser au progrès de l'éducation, on peut penser oui, à un bien-être généralisé, mais vous avez ici un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de nous interroger quand même sur les inégalités que l'on peut observer au sein de toute la communauté humaine, entre les différentes sociétés d'humains qui peuplent la planète. Vous avez ce premier schéma qui vous montre, qui fait un bilan sur la redistribution des revenus de la croissance pour la période de 1980-2016. Ça dure sur près de 36 années, hein, donc ce n'est pas un spot d'une année, c'est une évaluation dans la longue durée et c'est tiré d'un rapport sur les inégalités mondiales publié en 2018. Et vous voyez que les 50% les plus pauvres de la population mondiale ont retiré 12% de la croissance mondiale sur cette période de 36 années. Pendant que, vous faites attention ici à l'échelle, hein, il y a un zoom qui est fait sur les 1% les plus riches, hein, mais théoriquement, ça devrait être compressé hein, si c'était à l'échelle des 99% précédents, ça devrait être beaucoup plus étroit. Hein, simplement pour vous montrer en détail ce 1% des plus riches de la planète qui, eux, ont capté, vous voyez, 27% des revenus de la croissance mondiale sur cette période de 36 années. Donc, une très large inégalité dans l'appropriation des revenus. Hein, c'est ce que dit d'une autre manière ce rapport sur les inégalités mondiales. Les 1% les plus riches ont capté autant que les 70% les plus pauvres, alors que les 0,1% du haut de l'échelle ont capté autant, sinon un peu plus que les 50% du bas. Donc, inégalité dans les revenus, inégalité dans la distribution du patrimoine. Vous voyez que les 10% les plus riches ont un patrimoine qui totalise 75% des richesses mondiales, les 1% les plus riches, 40% du patrimoine mondial, et les 0,1% les plus riches, 19% du patrimoine mondial, ce qui correspond à peu près au PIB, à la richesse produite par l'ensemble du monde en un an. Bien sûr, on ne peut pas parler d'inégalité sans évoquer les inégalités selon le genre. Vous avez ici
des chiffres qui sont issus d'un rapport de l'UNICEF en 2014 qui montrait comment les femmes représentaient 66% du travail effectué à l'échelle de la planète, 50% de la production de nourriture, mais comment elles ne représentaient que 10% des revenus, 1% du patrimoine, et comment, par contre, elles représentaient 70% des pauvres. Donc, vous voyez, très forte inégalité suivant les revenus, la distribution des revenus, suivant la distribution du patrimoine, et naturellement, je ne devrais pas dire naturellement, et troisième point important à garder en mémoire, selon le genre. Et naturellement, de cette image-là, de cette image très inégalitaire des sociétés humaines, on peut aussi, on doit mettre en avant des responsabilités très inégales dans la crise écologique que l'on a pu observer précédemment. Si on prend simplement les émissions de gaz à effet de serre à l'origine de la crise climatique, vous voyez que les 1% les plus riches sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre, les 10% les plus riches, 48%, c'est à peu près la moitié de ces émissions, pendant que les 50% les plus pauvres, un peu plus de 10% de ces émissions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde cette empreinte écologique qui est cartographiée ici dans cet atlas publié en 2010, on distingue très clairement un monde du Nord qui distingue d'un monde du Sud, un monde du Nord qui est riche, où il y a une empreinte écologique beaucoup plus forte, en particulier Amérique du Nord, Europe occidentale et Australie, par rapport au reste du monde qui a une empreinte écologique beaucoup plus faible, en particulier le continent africain. Et donc, toute cette partage, cette fracture du monde entre un monde nord et un monde sud, c'est un partage hérité de la colonisation à partir du moment où les Européens sont partis à la conquête et à la colonisation des autres continents à la surface de la planète et ont essayé de développer ce que l'on appelle une économie monde qui, en fait, est une économie qui a fonctionné pour une large part à l'avantage des continents européens et nord-américains. Et dernier tableau, dernière partie que l'on va aborder pour voir comment on peut poser la question de la transition aujourd'hui, en commençant déjà par nous interroger autour du concept de développement durable qui a été mis en avant dans les années 1980 par les institutions internationales. Et vous avez ici une définition qui rappelle ce que l'on appelait à ce moment-là le développement durable, c'est le souci de s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire les besoins des générations futures. C'est cette définition du développement durable telle qu'on la trouve dans le rapport Brundtland, publié en 1987, ce rapport qui était intitulé « Notre avenir à tous » et qui était signé par Brundtland, qui était l'ancienne première ministre de Norvège. Et en fait, ce rapport prônait un développement équilibré entre trois domaines qu'il considérait comme trois sphères. Tout d'abord, la nature, en fait, c'est le monde du vivant, la planète, qui est notre habitat, à nous, communauté humaine. Ensuite, la communauté humaine, la population mondiale. Et puis, la sphère économique. Donc ça, ce qui était prôné, là, c'était un développement équilibré. Vous voyez les trois sphères qui restent à une taille équivalente, sauf que depuis 1987, date de parution de ce rapport, on a vu que la nature avait subi des dommages très importants, ce que l'on a pu voir dans le cadre de l'Anthropocène. La population mondiale, on a vu qu'elle avait énormément augmenté, de plus de 64%. Et puis, les activités économiques, depuis 1987,
en fait, le PIB mondial a été multiplié par plus de 5. Et vous voyez aussi comment dans cette définition du développement durable, on ne trouve que, enfin, on peut considérer que c'est une définition qui est très anthropocentrée, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe que de la survie de l'humanité. Même si on peut reconnaître qu'il y a la prise en compte des générations futures, en fait, on ne prend absolument pas en compte les besoins de l'ensemble du vivant. C'est comme si toutes les préoccupations étaient orientées en direction des besoins de la seule humanité. Alors, par rapport à toutes ces préoccupations qui étaient soulignées, prises en compte dans ce concept bien qu'insuffisant de développement durable, on peut se poser la question, est-ce que ce concept de développement durable a été à l'origine d'une évolution sensiblement différente de ce que l'on pouvait observer avant? Autrement dit, est-ce qu'à partir du moment où on a développé, où on a pris en compte ce concept de développement durable, les atteintes au monde du vivant, à notre planète, ont été sensiblement diminuées? Vous avez ici toute une série d'indicateurs sur les écosystèmes planétaires tels qu'ils ont pu être publiés en 2018, une sorte de bilan. Vous reconnaissez ici l'évolution du PIB mondial. Vous avez ici les indicateurs concernant la consommation, la consommation d'eau douce. Ici, les captures par la pêche. Ici, la pollution des eaux océaniques que l'on peut en particulier noter dans les mers littorales des grands continents. Ici, l'évolution des forêts, l'abondance des espèces, la biodiversité, les émissions de gaz carbonique, la température et la population. Donc, vous voyez que pour tous ces indicateurs, si on regarde l'année 1992, qui est très proche de l'année 1987, en fait, vous voyez que l'évolution antérieure est suivie par une même tendance, prolongée par une même tendance, après 1992, même inflexion des cours. Donc, on peut voir que pour ce qui est des indicateurs concernant les écosystèmes terrestres, la situation n'a cessé de s'empirer. Et donc, le concept de développement durable n'est pas un concept qui était opérant pour la sauvegarde des écosystèmes terrestres. Et tout cela alors même que dès 1972, vous aviez un petit groupe d'économistes qui ont travaillé sur ce qu'on a appelé le rapport Meadows, qui a été publié donc en 1972 et qui, pour la première fois, alertait l'ensemble de la communauté humaine sur l'impasse que constituait un monde économique qui prônait la croissance illimitée dans un monde planétaire qui, par définition, ce que nous avons vu tout à l'heure, montrait une planète aux limites bien définies. Donc, on allait vers une impasse. Et finalement, ça sera ma dernière diapositive. En fait, si on veut sortir de cette impasse, il faut changer complètement, radicalement notre façon d'aborder la réalité. Vous avez ici à gauche un premier modèle qui renvoie à l'idéologie néolibérale, l'idéologie économique dominante, qui vous montre comment c'est les impératifs de l'économie, de la croissance économique qui prévalent sur le tout, avec ces flèches qui symbolisent cette croissance qui est recherchée. Le monde économique impose ses lois au monde politique qui les retourne ensuite en direction de la société. La société n'est plus considérée comme un tout organique. La société n'est considérée, c'est ce que disait Margaret Thatcher, par exemple, n'est plus considérée comme quelque chose
dignes d'intérêt. En fait, pour l'idéologie néolibérale, il n'y a pas de société humaine, il n'y a qu'une somme d'individus impliqués dans un marché et qui essaient de travailler à son intérêt propre. Et ensuite, vous voyez qu'à l'intérieur, dernière sphère qui montre le plus faible intérêt, qui est dominée par toutes les autres sphères, la nature, les écosystèmes terrestres, qui ne sont considérés que comme des ressources illimitées à exploiter sans retenue. Et en fait, vous voyez ici un schéma à droite qui vous montre comment il faudrait renverser, c'est pour ça qu'on peut parler de transition copernicienne, il faudrait renverser complètement notre point de vue. La première sphère, celle qui doit être la sphère prioritaire sur toutes les autres, c'est celle des écosystèmes terrestres. C'est notre appartenance au monde du vivant qui nous permet d'être vivants, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, deuxième sphère qui doit mériter notre intérêt, mais qui est emboîtée à l'intérieur de la première, c'est la sphère sociale. C'est celle qui détermine notre capacité à être humain. Et en fait, ensuite, nous avons la sphère politique. C'est celle qui va nous permettre de débattre entre humains pour voir quel est le projet que nous pourrions développer pour à la fois le respect de la sphère des écosystèmes terrestres et le maintien de notre humanité. Et en fait, la dernière sphère, celle de l'économie, qui est celle de notre façon de vivre, qui ne doit pas prendre le pas sur le politique, qui ne doit pas imposer ses prérogatives au monde politique, mais qui est emboîté à l'intérieur de toutes les autres. Donc, vous voyez comment on a basculé complètement l'ordre des priorités, et c'est sans doute avec ces deux boussoles en tête, celle de la préservation du vivant et celle de la préservation du social, que nous pouvons envisager une transition qui nous permette de survivre à la fois pour ce qui est de la biosphère, mais à la fois aussi pour ce qui est du respect de nos sociétés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.